Le philosophe masqué, partie 2. Mais le public n'attend-il pas de la critique qu'elle lui fournisse des appréciations précises sur la valeur d'une œuvre? Foucault. Je ne sais pas si le public attend ou non que le critique juge les œuvres ou les auteurs. Les juges étaient là, je crois, avant qu'il ait pu dire ce dont il avait envie. Il paraît que Courbet avait un ami qui se réveillait la nuit en hurlant « Jugez, je veux juger ». C'est fou ce que les gens aiment juger. Ça juge partout, tout le temps. Sans doute est-ce l'une des choses les plus simples qui soit donnée à l'humanité de faire. Et vous savez bien que le dernier homme, lorsque, enfin, l'ultime radiation aura réduit en cendres son dernier adversaire, prendra une table bancale, s'installera derrière et commencera le procès du responsable. Je ne peux m'empêcher de penser à une critique qui ne chercherait pas à juger mais à faire exister une œuvre, un livre, une phrase, une idée. Elle allumerait des feux, regarderait l'herbe pousser, écouterait le vent et saisirait l'écume au vol pour l'éparpiller. Elle multiplierait non les jugements mais les signes d'existence. Elle les appellerait, les tirerait de leur sommeil, elle les inventerait parfois. Tant mieux, tant mieux. La critique par sentence m'endort. J'aimerais une critique par sentiment imaginatif. Elle ne serait pas souveraine ni vêtue de rouge, elle porterait l'éclair des orages possibles. Le journaliste. Alors, il y a tant de choses à faire connaître, tant de travaux intéressants que les médias devraient parler tout le temps de philosophie alors. Foucault. Il est certain qu'il y a un malaise traditionnel entre la critique et ceux qui écrivent les livres. Les uns se sentent mal compris et les autres croient qu'on veut les tenir à la botte. Mais cela, c'est le jeu. Il me semble qu'aujourd'hui, la situation est assez particulière. Nous avons des institutions de pénurie alors que nous sommes dans une situation de surabondance. Tout le monde a remarqué l'exaltation qui accompagne souvent la publication ou la réédition d'ouvrages, d'ailleurs parfois intéressants. Ils ne sont jamais moins que la subversion de tous les codes, le contre-pied de la culture contemporaine, la mise en question radicale de toutes nos manières de penser. Son auteur doit être un marginal méconnu. Et, en contrepartie, il faut bien sûr que les autres soient renvoyés à la nuit dont ils n'auraient jamais dû sortir. Ils n'étaient que l'écume d'une mode dérisoire, un simple produit de l'institution. Phénomène parisien, dit-on, et superficiel. J'y perçois plutôt les effets d'une inquiétude profonde, le sentiment du pas de place, lui ou moi, chacun son tour. On est en file indienne à cause de l'extrême exiguïté des lieux où on peut écouter et se faire entendre. De là une sorte d'angoisse qui fuse dans 1000 symptômes plaisants ou moins drôles. De là, c'est ceux qui écrivent le sentiment de leur impuissance devant les médias auxquels ils reprochent de régir le monde des livres et de faire exister ou disparaître ceux qui leur plaisent ou leur déplaisent. De là aussi, le sentiment, c'est les critiques qu'ils ne se feront pas entendre à moins de hausser le ton et de sortir de leur chapeau chaque semaine un lapin. De là encore une pseudo-politisation qui masque sous la nécessité de mener le combat idéologique ou de débusquer les pensées dangereuses, la profonde anxiété de n'être ni lu ni entendu. De là encore la phobie fantastique du pouvoir. Toute personne qui écrit exerce un inquiétant pouvoir auquel il faut tâcher de poser sinon un terme, du moins des limites. De là également l'affirmation un peu incantatoire que tout actuellement est vide, désolé, sans intérêt ni importance. Affirmation qui vient évidemment de ceux qui, ne faisant rien eux-mêmes, trouvent que les autres sont de trop. Journaliste. Ne croyez-vous pas pourtant que notre époque manque réellement d'esprit qui soit à la mesure de ses problèmes et des grands écrivains? Foucault. Non, je ne crois pas à la ritournelle de la décadence, de l'absence d'écrivain, de la stérilité de la pensée, de l'horizon bouché et morne. Je crois au contraire qu'il y a pléthore, et que nous ne souffrons pas du vide, mais du trop peu de moyens pour penser tout ce qui se passe, alors qu'il y a une abondance de choses à savoir, essentielles ou terribles,
ou merveilleuse, ou drôle, ou minuscule et capitale à la fois. Et puis il y a une immense curiosité, un besoin ou un désir de savoir. On se plaint toujours que les médias bourrent la tête des gens. Il y a de la misanthropie dans cette idée. Je crois au contraire que les gens réagissent. Plus on veut les convaincre, plus ils s'interrogent. L'esprit n'est pas une cire molle. C'est une substance réactive et le désir de savoir plus et mieux et autre chose croît à mesure qu'on veut bourrer les crânes. Si vous admettez cela, et si vous ajoutez qu'il se forme à l'université et ailleurs une foule de gens qui peuvent servir d'échangeurs entre cette masse de choses et cette avidité à savoir, vous en déduirez très vite que le chômage des étudiants est la chose la plus absurde qui soit. Le problème est de multiplier les canaux, les passerelles, les moyens d'information, les réseaux de télévision et de radio, les journaux. La curiosité est un vice qui a été stigmatisé tour à tour par le christianisme, par la philosophie et même par une certaine conception de la science. Curiosité, futilité, le mot pourtant me plaît. Il me suggère tout autre chose. Il évoque le souci, il évoque le soin qu'on prend de ce qui existe et qui pourrait exister, un sens aiguisé du réel mais qui ne s'immobilise jamais devant lui. Une promptitude à trouver étrange et singulier ce qui nous entoure, un certain acharnement à nous défaire de nos familiarités et à regarder autrement les mêmes choses, une ardeur à saisir ce qui se passe et ce qui se passe, une désinvolture à l'égard des hiérarchies traditionnelles, entre l'important et l'essentiel. Je rêve d'un âge nouveau de la curiosité. On en a les moyens techniques, le désir est là. Les choses à savoir sont infinies. Les gens qui peuvent s'employer à ce travail existent. De quoi souffre-t-on? Du trop peu, des canons étroits, étriqués, quasi monopolistiques, insuffisants. Il n'y a pas à adopter une attitude protectionniste pour empêcher la mauvaise information d'envahir et d'étouffer la bonne. Il faut plutôt multiplier les chemins et les possibilités d'aller et venir, pas de colbertisme en ce domaine, ce qui ne veut pas dire, comme on le craint souvent, uniformisation et nivellement par le bas, mais au contraire, une différenciation et simultanéité des réseaux différents.